je vais donner la parole à Valentina Canzolari, qui va nous parler de Krikor Beledian et la littérature de la catastrophe. Les trois thèmes sont quand même liés, donc je pense que c'est probablement pertinent d'avoir les questions. Différents, bien sûr. Alors, vous l'avez remarqué, ce sont deux personnes ici qui n'ont pas des Yann à la fin du mot, et donc je souhaite apporter mon expérience personnelle aussi. Donc moi aussi, je peux parler d'une rencontre avec Krikor Beledian, pas une rencontre comme celle que Janine a eue. Au fond, on ne s'est même pas vu aussi souvent que ça. Chaque rencontre a été marquante, mais il y a des rencontres qui peuvent se faire dans les livres. Et voilà, donc c'est cette rencontre que je veux évoquer aujourd'hui. Donc dans ces colloques, bien sûr qu'il y a un aspect scientifique, académique, et c'était vraiment un hommage qu'il fallait rendre à notre collègue, à notre ami, mais qui a aussi un aspect personnel. Donc je suis très contente de parler après Janine et de donner mon expérience. Alors, bien sûr, on pourrait parler de Krikor Beledian. Alors, je prends mon ordinateur, je me sens légitimée, mais ce n'est pas pour trop dire pour l'instant. On pourrait parler de Krikor Beledian en plusieurs titres, tellement son activité est riche, comme les journées de ses colloques le démontrent. Donc, poète, romancier, spécialiste des langues et des littératures anciennes, des langues et littératures médiévales. On fait souvent l'amalgame, rien de plus faux, elles sont bien différentes. Littérature contemporaine, penseur. J'ai décidé, donc, comme je le disais, de mon côté, de parler d'un aspect de son œuvre savante, et tout particulièrement des travaux de Krikor Beledian dédiés à l'écriture de la catastrophe. Claude Moutefian est parti, il dit « je ne peux pas rester parce que sinon je ne pourrais pas m'empêcher de réagir au mot catastrophe », mais je continue de l'utiliser. Par ailleurs, je suis en train de citer « écriture de la catastrophe », c'est bien une des expressions qui reviennent souvent dans les écrits de Krikor. Je me réfère tout notamment aux travaux sur les récits des témoignages des lettrés qui ont survécu en 1915 et qui ont écrit peu après, disons grosso modo entre 1917 et 1922, parfois à Constantinople, après octobre 1918, parfois déjà à l'étranger. Et en plus de ces textes, bien sûr, il faut citer également les récits qui avaient été écrits après les massacres de 1909, dont Zabel Essayan, bien sûr, est le nom qu'il faut évoquer, des récits qui se prêtent à un questionnement semblable. Donc, comme je le disais, dans le cadre de cette rencontre, je souhaite vous dire comment les travaux de Beledian, ces travaux en particulier, ce ne sont pas les seuls, mais comment ils ont influencé mon propre parcours, comment ils ont stimulé une partie de mes recherches et comment ils me permettent de développer une partie de mon enseignement à l'Université de Genève. Alors, je vais citer quelques-uns de ces travaux. L'expérience de la catastrophe dans la littérature arménienne, donc un très long essai en français paru dans la revue d'histoire arménienne contemporaine en 1995, comme on dit en Suisse. C'est le seul article qui, à ma connaissance, affronte la question sur une longue trajectoire qui va de l'époque ancienne jusqu'à la diaspora contemporaine, et le seul article que je connaisse où l'on trouve aussi une approche du lexique et surtout du mot arède, qui a une longue, très très longue histoire. Et encore, la catastrophe et l'expérience des limites du langage dans la littérature des langues arméniennes, le retour de la catastrophe. Il y a encore des préfaces, la préface à la traduction des années maudites d'Odiane, traduit sous le nom des journaux de déportation, la postface aux mémoires des Misakian, paru tout récemment. En arménien, je connais sur ces thématiques seulement l'essai sur Zabel Essayan, paru dans Marthe. Il y en a sans doute des autres qui m'échappent. Et on trouve même des vidéos des conférences qu'il a données. Donc voilà, énormément de possibilités d'accès. Et avant de continuer, j'aimerais lire quelques mots publiés au début de l'article sur la catastrophe et l'expérience des limites du langage dans la littérature des langues arméniennes. Peut-être je devrais abréger, mais ça me semble important. Donc c'est les premiers mots de ce texte de Krikor Beledian. Ceux qui, comme moi, ont grandi dans une période post-catastrophique savent que la catastrophe leur est chose familière. La familiarité structure notre rapport à la catastrophe selon le schème du familial. Elle situe la catastrophe au noyau central de notre rapport à la famille, aux figures les plus proches qui nous constituent ou nous défendent. La catastrophe, nous l'avons reçue dans des récits que grand-mère, mère, tante et grand-tante nous ont contés. Elle intervient dans notre rapport charnel à nous-mêmes, à l'ensemble de notre famille. Elle advient et survient sur le mode du familier, bien qu'en même temps, nous ne sachions pas vraiment ce qu'elle est. Familière étrangère, elle est quelque chose d'une Heimlich, renvoyant à la fois au Heimat et à sa perte. Ce don catastrophique s'est fait par voie orale. Elle continue. Alors voilà des mots que moi, évidemment, je ne pourrais jamais écrire.
bien évidemment, parce que je suis italienne, je n'ai pas reçu de dons catastrophiques. La catastrophe n'est pas chose familière, je ne peux pas la décliner au futur intérieur, comme le disait hier, ou à d'autres temps du verbe. Et bon, dans la suite du texte, Grigor Beledian continue en mentionnant la volubilité orale de ces récits. Il la met à contrepoint du, je cite encore, du relatif mutisme des textes littéraires. Il dit encore, écrivains, témoins ou rescapés nous font part de leurs difficultés à articuler un discours. Le langage fait problème et c'est le début de l'enquête. Alors la catastrophe ne m'est pas familière, mais il y a des textes, et ceux-là, je peux les lire. Équipés des armes de la pensée et fournis par les quelques savants qui ont réfléchi à ces textes, alors on peut le compter sur les doigts d'une main, ce serait déjà trop. Équipé donc des armes de la pensée fournies par ces quelques savants, je peux approcher ces textes et, fait important, en proposer la lecture dans le cadre de mes cours. Alors, je peux proposer les lectures critiques de Grigor Beledian, de Marc Nichanian, qui est ici dans la salle. Et il y a quelque chose qui a changé, donc tout récemment, une nouvelle impulsion, précisément la traduction. Et ça, c'est quelque chose de bien confortable, surtout quand on a la possibilité, c'est quelque chose que j'ai eu par exemple au semestre du printemps dernier, d'ouvrir les cours à des étudiants qui viennent de la littérature comparée, ou qui viennent de l'histoire aussi, mais qui ont une conception de l'histoire qui va, voilà, que c'est histoire de la culture, histoire de la littérature. Et c'est tout à fait, je dirais presque confortable même de pouvoir fournir des textes en traduction, en plus que des textes critiques, donc qui réfléchissent aux œuvres elles-mêmes, écrits toujours en français. Ça fait partie des enjeux liés à cette transmission, aussi à ceux qui, comme moi, enfin, il y a d'autres étudiants qui n'affrontent pas l'apprentissage de l'arménien, ont le droit aussi, j'oserais dire cela. Alors, comme je le disais, bien qu'en marge de mes recherches principales, il a été évoqué hier par Anaït Terminassian, c'est l'Antiquité tardive, oui, bien sûr, c'est mes priorités de recherche, c'est de là que je viens. Bien qu'en marge de mes recherches principales, qui portent donc sur des sujets des époques différentes, depuis quelques années, je m'intéresse à ces écrits. Alors, quels sont ces écrits? Les écrits, j'ai mentionné, Yerevan Todian, Zabel Essayan, Chamdanjan, Andonian, Balakian, voilà, tous les écrits justement que Grigor Beledian et quelques-uns d'autres ont étudiés. Alors il fallait les découvrir leur existence. Et il n'y a rien d'évident dans tout cela. Ce n'est pas dans le cadre de ma formation universitaire que je les ai découverts, ce qui n'est pas une critique à mes maîtres qui m'ont transmis bien d'autres choses, mais il faut dire que pendant longtemps, je ignorais même leur existence. Ce qu'on appelle le Haredi Keraganutiune reste un domaine encore en grande partie méconnu et négligé. Les personnes qui ont réfléchi, ont travaillé, ont écrit sur ces domaines sont très rares et qui continuent de le faire. Et à propos de cette négligence du monde académique, de cette méconnaissance, j'aimerais citer encore une fois les mots de Beledian dans une interview parue en mai 2015. Je viens de la découvrir, le témoignage et l'écriture de la catastrophe, paru dans l'étude arménienne contemporaine, cette nouvelle revue online dirigée par Boris Adjemian. C'est de cette revue que j'ai pris mes citations. Voilà, alors je vais ajouter une citation aux autres. Alors c'est un article qui pose des questionnements, qui mentionne un très grand nombre d'auteurs et d'œuvres, signe d'une très longue intimité de notre collègue avec ces auteurs. Dans cette interview, on trouve aussi des informations importantes à propos de la réception ou non-réception de ces écrits dans le contexte académique, en partant de l'exemple de la France. Et je vais lire ce que Grigor Beledian a écrit. À titre indicatif, car cela on ne le sait pas, moi je ne le savais pas, dès 1983, on avait constitué un petit groupe d'études qui se réunissait à l'INALCO et qui avait comme objet justement la catastrophe dans les textes littéraires, ce qu'en arménien on appelle Haredi Keraganutiun. Les rencontres duraient 3 ans, les travaux n'ont jamais été publiés. Or, à l'époque, en France, il y avait peu de choses sur l'approche littéraire de la catastrophe. Le diktat d'Adorno repris plus tard sous une autre forme par Claude Lanzmann, focalisant la question sur la irreprésentabilité de l'Holocauste et en faisant un interdit de la représentation, bouchait l'horizon de la recherche. Là, je saute quelques lignes. L'historiographie du génocide était en train de se mettre en place pour finir par occuper tout l'espace du discours sur l'événement. Et la littérature, où il y avait matière à travailler, la littérature arménienne de la catastrophe n'était jamais abordée. Il continue. J'aurais du mal à citer un ouvrage qui m'aurait servi de guide. Et encore, en ces années-là, une recherche sur la littérature du génocide arménien était difficile à imaginer dans une institution universitaire.
Encore fallait-il essayer de mettre en place une méthodologie, et il met des guillemets, méthodologie quand même, et le mot, et surtout défricher le terrain. 2 points. Les textes et la presse littéraire arménienne de 1895 à 1922 si négligés. Fin de cette longue citation. Alors, quelque chose a changé, donc plus personne ne peut dire que la méthodologie est informée. Donc, après les travaux de Krikor Beledian, de Marc Nichanian, enfin, des travaux qui nous ont fourni des clés de compréhension de ces textes et du contexte dans lequel ils s'insèrent, donc qui n'est pas seulement 1915. Une chose qui, en revanche, n'a pas changé est le fait que cette littérature reste d'accès restreint. Alors, si j'utilise le mot accès dans le sens figuré, oui, nous avons un accès maintenant, nous avons la méthodologie, nous avons des textes qui équipent notre pensée. Mais elle reste, cette littérature d'accès restreint, au sens le plus concret du terme. Il fallait défricher le terrain à l'époque. Bon, c'est une expérience qu'il ne faut encore pas défricher, mais enfin, ces textes n'ont pas été réédités. Donc, ils continuent de rester dans les supports qui les ont accueillis à l'époque, dans des périodiques qui ont souvent mal vécu l'usure du temps. Jamais réédité, cela veut dire concrètement, c'est ce que j'ai fait aussi, il faut aller par exemple à la bibliothèque Noubar pour lire des textes de littérature du XXe siècle. Alors je dirais autrement, il faut aller à la bibliothèque Noubar, c'est très bien quand on habite pas trop loin de Paris, ou à Paris même, encore mieux, il faut aller à la bibliothèque Noubar pour lire des textes de littérature du XXe siècle, comme on va au Matenadaran pour lire des manuscrits du XIIe siècle. Il faut aller à la bibliothèque Noubar quand on a la chance ou ailleurs pour lire des œuvres de la littérature arménienne du XXe siècle, comme on va au Matenadaran ou au Surprazar pour lire des manuscrits du XIIe. Bon, vous êtes tous assis tranquillement sur vos chaises, mais quand même, voilà. Alors, à quelques exceptions près, ces textes n'ont pas été réédités. Je revurtis me hokevar qui reste dans les pages du périodique Korts, dans les 2 numéros de 1917. Yervantodian avait confié sa initiale d'Ariner au journal Jamanak 187 épisodes du 6 février au 25 septembre 1919. Quel scandale impardonnable aux yeux de Hagop Oshagan, le fait de choisir ce type de support et la forme d'un feuilleton. Eh bien, il a fallu attendre 2004 pour voir paraître réunis ces 87 épisodes en un seul volume, un volume qui a été publié, il faut le souligner aussi, en Arménie. Il a été publié en Arménie en respectant l'orthographe que Yervantodian avait utilisée. Bon, et les autres. Alors, la question du support, de la circulation des textes mérite bien entendu un colloque où on parle de la littérature contemporaine d'être évoquée. Donc, c'est une manière, bien entendu, de condamner au silence ces œuvres, le fait de ne pas pouvoir leur garantir un accès à une circulation. Il n'y a pas de faute, mais enfin, c'est quelque chose dont qu'il faut évoquer. Alors, les auteurs eux-mêmes, que donc j'ai déjà commencé à mentionner, eux, ils se sont interrogés sur une autre forme de... Tu ne me donnes pas les 10 minutes, hein? Ah oui, d'accord. Donc, ils se sont interrogés sur une autre forme, bien sûr, des silences et d'aphasie à laquelle ils ont essayé de faire face. Krikor Beledian a bien montré la motivation qui pousse ces lettrés à écrire. Et le vocabulaire, oui, il faut le lire, ce vocabulaire, si possible en arménien, qu'ils utilisent le vocabulaire qu'ils utilisent est intéressant à ces propos. Ils qualifient leur démarche d'écriture à la fois comme un bardavorution, un devoir, comme un surpazan bartme, une dette sacrée, ou comme un engagement, ça c'est Isabelle Essayan, un engagement, une promesse faite à ceux qu'ils avaient rencontrés sur les marches de la mort, ça c'est Balakian. Dans la préface à l'agonie d'un peuple, Isabelle Essayan utilise un verbe très intéressant, Vijakvil, Marc l'a traduit par « j'ai reçu un partage ». Vijakvil est un mot qui a une longue histoire. Dans les textes arméniens anciens, Vijak est ceux qui échuent par le sort. Alors, on traduit le lot, par exemple, le lot des apôtres. Alors, ça indique, par exemple, les champs d'émission des apôtres où ils sont envoyés et qu'ils doivent accepter d'envoyer. Si vous lisez les apocryphes, ils ne sont pas toujours très contents de partir, mais ils doivent accepter. Voilà. Donc, c'est, en gros, ce à quoi on n'échappe pas. Vijakvil. L'exigence de témoigner le Yehern est présentée par Balakian comme la motivation suprême à rester en vie. Il se qualifie comme le témoin oculaire vivant du martyr des Maras, il dit. La motivation à rester en vie sur les marches de la mort a été dictée, comme il nous le dit, par la volonté de devenir non seulement le témoin oculaire, mais le témoin parlant, Vegayachos, par un mot composé, le Vegayachos du Medz Yehern, et cela devant toutes les générations arméniennes à venir.
Alors les écrits de ces auteurs à qui ils s'adressent, justement, aux générations à venir, au peuple arménien, ça c'est le destinataire de Balakian en 1922, donc cela implique une idée de la transmission, une certaine idée de la mémoire. Zabel Essayan, qui en 1911 avait adressé Ragnerun Mech aux compatriotes, c'était les compatriotes ottomans, dans la préface de l'agonie d'un peuple en 1917, s'adresse aux lecteurs arméniens et étrangers, un lecteur étranger à qui il s'adresse un arménien et qui ne peut donc pas la comprendre. Et ça, c'est une des apories des témoignages qui ont été bien mises en évidence dans la postface de l'ouvrage, de la traduction donc, par Marc Nichanian. Alors, écrire, et c'est envie pour écrire, certes, donner au Yerer Nabadoum une forme écrite. Krikor Beledian a bien montré dans ses travaux les questions que ces lettrés se sont posées quand il s'agit d'affronter l'expérience des limites du langage, et là j'emprunte encore une expression aux travaux de Krikor, quand il s'agit d'affronter l'expérience des limites du langage face à l'écriture de ce qui est un Badmeli, un Erevagayeli, un Sahman, j'ajoute encore face au crime qui n'avait jamais eu lieu auparavant, donc voilà, crime unique qui n'avait jamais eu lieu auparavant, quelque chose pour lequel il n'y avait pas de repères de compréhension. Il y a une insistance sur cette expression. Les travaux de Krikor Beledian sur ce texte affrontent l'étude, et je le cite encore, des procédures, des moyens et des modalités mises en œuvre par la littérature pour dire la catastrophe. Fin de la citation. Ce que Krikor Beledian appelait une poétique de la catastrophe, à laquelle il a consacré tous les travaux que j'ai mentionnés auparavant. Et j'aimerais le citer encore une fois. À vrai dire, je ne suis pas un grand lecteur de ces Genocide Studies. C'était la réponse à une question précisément sur ces Genocide Studies, comment ils se rapportaient par rapport à cela. Donc, je ne suis pas un grand lecteur de ces Genocide Studies où les théories s'affrontent dès le moment où il faut déterminer l'objet, est-ce un génocide ou un massacre, etc. Ce qui m'a toujours importé, ce sont les textes littéraires et ou les témoignages autographes. Oui, là, je parle aujourd'hui des textes littéraires, mais il y a toute une autre catégorie de témoignages, bien sûr. Les diverses stratégies d'écriture pour affronter ce type d'événement où le sujet parlant écrivant a risqué sa vie. Autrement dit, en tant que chercheur, c'est le discours qui m'importe et ce qui s'y trouve consigné. J'ai eu une formation philosophique et c'est là joué dans ma manière d'aborder textes et questions. Fin de la citation. En s'intéressant aux pratiques du discours, au vocabulaire, il adressait son attention non seulement à l'écriture des catastrophes des modernes, c'est 20, merci, mais aussi des anciens et surtout des anciens chroniqueurs qui ont écrit en prose. Il y a plusieurs raisons qui justifient cette démarche. Les parallèles avec les chroniqueurs anciens reviennent souvent dans la littérature arménienne postérieure à 1915-1916. Et à travers son approche du vocabulaire, il a montré comment le mot « ared » revient à maintes reprises dans cette littérature. L'aphasie, le bégaiement des victimes qui devient l'aphasie de l'écrivain, c'est un topos fréquent dans les écrits des anciens, comme dans les écrits de ceux qui nous intéressent aujourd'hui. Krikor Beledian effleure seulement la question des lamentations médiévales pour se limiter à la prose, démarche parfaitement légitime. C'était un parallèle entre, donc il mentionne les lamentations, mais il donne plus d'importance à la prose, vu que l'objet de cet article portait sur les écrits en prose. Mais il m'a donné envie d'étudier les lamentations médiévales, ce qu'on appelle le vorbe, à la lumière de mon propre bagage de référence, mais que j'ai relu à la lumière de ses études sur le Aredik Raganutionem. Et cette lecture a amené un article d'une 50aine de pages sur les lamentations médiévales suite à des calamités collectives, pas les lamentations pour des questions personnelles, des calamités collectives, nationales, les déportations, la prise d'une ville symbolique comme Jérusalem ou Édesse, donc ville symbolique pour la chrétienté tout entière. Et là aussi, on peut s'intéresser aux stratégies du discours mises en place, la rhétorique de l'indicible. Pour le dire en 2 mots, ces auteurs ont des modèles qu'ils puisent dans la Bible. Ils empruntent en particulier une figure de style. Au XIIe siècle, on peut parler de Ared en utilisant des figures de style, et tout particulièrement celle de comment on appelle ça, la prosopopée ou la personnification. C'est la ville qui a été prise, la ville captive elle-même, qui est représentée sous le trait d'une femme qui pleure dans les ruines. Femme veuve, mater dolorosa. Il s'agit d'un modèle qui vient des Lamentations de l'Ancien Testament. Et les spécialistes déjà des littératures bibliques ont écrit que la personnification de la douleur aide donc cette mère présente, veuve, en deuil,
Cette personnification aide la communauté frappée par le désastre à conceptualiser, à verbaliser sa peine, et par cela, elle facilite le processus et le travail du deuil. Ils ont aussi observé que la ville, considérée comme un espace, une ville, oui, personnifiée, mais ville quand même, donc le concept d'espace, elle est impliqué par cette image. La ville, considérée en tant qu'espace, indique l'ensemble de ses habitants. Sa voix, qui donne la parole à tous les habitants, contient une dimension pas totalisante, mais je trouve rien des mots, mais enfin, qui englobe l'ensemble. C'est comme la représentation de la cité comme corps meurtri aussi, incarne l'image des souffrances de toute la population. Et par ailleurs, si le sujet énonciateur, représenté par la vive femme, donc c'est elle qui pleure, qui parle à la première personne de sa peine et qui évoque le témoignage, pas le témoignage, la présence d'un témoin qui assiste et qui participe de sa douleur, la fusion des multiples jeux des victimes dans le jeu unique de la ville contribuerait, ça c'est l'avis de ceux qui se sont intéressés à cette littérature déjà vétérotestamentaire et puis médiévale, la fusion des multiples jeux des victimes dans le jeu unique de la ville contribue à renforcer les liens non seulement entre les habitants et la ville, mais également entre chacun des habitants eux-mêmes, ainsi réunis et contenus dans cette figure. Dans ce contexte, la prosopopée peut être considérée comme un procédé rhétorique qui vise à suggérer l'idée de la résistance à la désintégration de la communauté. En tout cas, c'est à cette figure de style que des poètes comme Nosé Snorali ou Grigore de Rha ont fait recours dans leurs lamentations, pour la prise d'Édesse, l'un, et pour la prise de Jérusalem, l'autre. Cette pratique du discours n'est plus possible, on ne la retrouve plus chez les auteurs, même chez les auteurs comme Balakian, qui ont pourtant un bagage, c'était un vartapet, donc le même bagage des références que les Snorali pouvaient avoir des siècles en arrière. Balakian, un érudit donc, qui pourtant essaie de faire recours à des procédés d'écriture des anciens, mais pas à cette prosopopée, il est conscient lui-même de l'énorme différence qui sépare la catastrophe des anciens de celle du présent. Et c'est un aspect sur lequel Krikor Beledyan a bien souligné, et donc je cite, « Jadis, dans les siècles anciens, la nation arménienne avait une seule histoire commune, et aujourd'hui, chaque Arménien martyr et survivant a l'histoire spécifique de ses jours sombres, et cet écrit est l'une de ces milliers d'histoires. » Bon, il y a l'idée d'un éclatement de la nation, l'idée de la multiplicité infinie de chacune de ces catastrophes, et d'une idée qui revient à maintes reprises dans la littérature de la catastrophe, disons, moderne, mais qui n'était pas encore vécue telle qu'elle, bien entendu, dans les écrits du IIe siècle. Et même, alors là, peut-être je me détache, comme ça sera plus vite, dans ces écrits du IIe siècle, en étudiant plus à fond les stratégies du discours, précisément la rhétorique de l'indicible et les enchaînements de la lamentation de Grigore de Rha, donc sur la prise de Jérusalem, j'ai vu qu'à la fin, il y a une superposition entre le poète qui parle aussi, qui intervient. Il n'y a pas que la ville qui s'exprime en utilisant le jeu, mais il y a les poètes aussi. Et à la fin du poème, il se substitue à une autre figure, c'est-à-dire à une figure prophétique, à la figure du prophète Jérémie. Il récupère des anciens un psaume, le psaume le plus connu, celui lié à la déportation des Juifs à Babylone. Et il y a un jeu des citations très complexes, donc quelque chose que je ne peux pas résumer, donc j'ai dû écrire 50 pages, mais un jeu très complexe dans lequel le poète s'approprie la voix du prophète, donc Grigore de Rha au XIIe siècle s'approprie la voix de l'ancien prophète, qui était aussi un poète, pour accorder, il ne le dit pas explicitement, mais enfin, c'est la conclusion à laquelle on peut parvenir, accorder à sa poésie une manière pour garantir la mémoire, justement, garantir la continuité et pouvoir donner l'espoir d'une nouvelle fondation, d'une nouvelle Jérusalem. Donc il y a des figures qui permettent encore un principe d'identification et même une confiance qui est donnée à la littérature, alors que les auteurs du XXe siècle abdiquent presque, s'éloignent, s'effacent en tant qu'écrivains derrière le moyen littéraire. Le cas d'Isabelle Essayan, bien entendu, est le plus évident parce qu'elle a écrit des œuvres à des époques différentes. Bon, il y a des études là-dessus, mais au fond, même Isabelle Essayan, qui pourtant écrit une préface dans laquelle elle parle de sa démarche, en fait, une autre chose qu'on pourrait dire, les études qui ont été écrites jusqu'à maintenant
ne dissocie pas, et c'est quelque chose évidemment qu'il ne faut pas, ne dissocie pas les intentions, les écrits, ce que les auteurs, les écrivains ont dit de leur œuvre. Et c'est impossible de le faire, bien entendu. Isabelle Essayan, avant de se mettre à l'écart, elle publie une préface dans laquelle elle explique sa démarche. Et puis voilà, tout de suite après sa signature, il y a un autre jeu qui commence à parler. Ce n'est plus le jeu d'Isabelle Essayan, bien sûr, c'est Haïk Toroyan. Mais si on parcourt les pages et on arrive au chapitre sur les mères, sur une mère à laquelle on a arraché un enfant pour le donner en Kaimakan, je ne me souviens plus de quelle ville, alors là, il y a quelque chose qui est mis en exergue. Et personne ne nous dit quel est ce texte mis en exergue, mais on le reconnaît. C'est un verset biblique, il est cité par ailleurs en Krapar, avec un verbe, je le dis à ma nièce Zounian, un Merchitaril, qui est plutôt post-classique, mais peu importe, c'est bien un passage biblique qui est cité en Krapar. Et c'est un des versets bibliques les plus connus dans le domaine des lamentations. C'est un verset tiré de Jérémie qui parle du deuil de Rachel. Rachel pleure et ne peut pas être consolée parce que ses enfants ne sont plus là. Zi, Voch et In. Et ces pleurs de Rachel, dont parle Jérémie, en parlant d'un personnage de la Genèse, en disant même quelque chose de faux, parce que Rachel était morte avant un de ses enfants, mais bon, ça c'est le travail des biblistes. Ce verset était repris par Matthieu au moment où il parle du massacre des enfants ordonné par Hérode, et donc ça devient dans la conception de Matthieu, ça c'est Matthieu, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, pour montrer qu'il y a une continuité entre les temps anciens et les temps modernes. Mais c'est aussi une manière pour souligner cette douleur, comment on va la définir, une douleur, on ne va pas parler d'une douleur universelle, mais qui dépasse le hic et nunc, le moment précis. Et c'est ce verset que quelqu'un a mis en exergue de ces chapitres sur les mers. Un chapitre sur les mers, c'est pas Haïk Toroyan, je pense que c'est là aussi une signature cachée d'Isabelle Essayan. Pourquoi il l'a fait? Donc il y a des stratégies d'écriture. En fait, l'écrivain reste présent, même là où il dit qu'il s'efface. Une autre chose que j'aimerais faire un jour, étudier ce qu'on appelle les nouvelles d'Andonian, les Bad Gerner, et Krikor Beledian a bien mis en évidence, là, et je vais vraiment conclure, donc 1 minute pour dire ce que j'ai à dire, donc a bien mis en évidence le fait qu'il s'agit justement comme une technique photographique. Et en fait, je pense qu'une fois, il faudra étudier au moins cette œuvre qui voulait être la littérature versus l'autre livre, le Metzvojig, le livre d'histoire, le document, le livre destiné aux archives. Il faudrait l'étudier comme une œuvre de littérature, même si on a écrit mauvaise littérature, quelque chose de pas convaincant, mais bon, Aram Andonian a essayé de faire quelque chose de différent. Il faudrait peut-être l'étudier en tant que texte. Il y a quelque chose de très intéressant, il y a une scène, quelque chose d'horrible bien sûr qui se passe, les autres déportés deviennent les témoins de cette scène, et il y a un mot qui revient, la curiosité. Ils sont poussés par quelque chose, le mot curiosité revient, ils sont poussés vers cette scène et la découvrent. Mais le lecteur est aussi poussé. Je ne sais pas si c'est la curiosité, quel est le sentiment, mais nous sommes entraînés dans ces mouvements, nous suivons les autres déportés et nous trouvons en même temps qu'eux devant cette scène. Nous devenons aussi, il nous amène sur le lieu des tortures, enfin, et nous devenons les témoins. Et c'est sa technique de construction du récit. Je pense qu'on pourrait là aussi faire quelque chose sur ces auteurs. Donc, plein d'idées dans ces marges de mes activités principales qui m'ont été stimulées par Krikor Beledian. J'espère qu'on aura d'autres occasions pour partager ces moments d'échange. Et là, donc voilà, j'ai conclu en disant ma dette. Krikor Beledian, Marc Nichanian, il y a ceux qui ont le courage de persévérer, mais en fait, je ne vais pas conclure. Parce qu'il y a une chose que si je ne la dis pas aujourd'hui, je me dis quand j'aurai une occasion si privilégiée. Alors, c'est un colloque sur la littérature. J'ai déjà dit, il faut aller, admettons, à la bibliothèque Noubar. Quelle chance, je suis à Genève, je ne suis plus en Italie, je me suis rapprochée pour trouver les textes édités. Oui, mais avant les textes édités, il y avait des autographes. Je ne sais pas aujourd'hui comment écrit Krikor Beledian. S'il écrit avec un crayon, ou s'il écrit avec un ordinateur, mais je suis sûre que Sarafian avait écrit avec un crayon, avec un stylo. Ils sont où, ces autographes? Oui, vous le savez. Mais ceux qui continuent de s'intéresser à cette littérature, eh bien, moi, je ne le sais pas forcément. Et moi, je pense qu'il faudrait le savoir. Il faudrait pouvoir avoir accès
J'ai vu le manuscrit de Balakian, et c'est intéressant de voir les ratures en rouge, les corrections. Ben oui, on peut faire de la philologie d'auteur sur la littérature du XXe siècle. Il n'y a pas que la philologie des textes anciens ou Hunaban. Et je pense qu'il y a aussi, en termes vraiment de préservation du mémoire, mais d'un patrimoine culturel qui va au-delà du fait que, voilà, nous sommes ou nous ne sommes pas arméniens, il y a un travail prioritaire à faire. Donc, il faut les retrouver, ces autographes, les rendre accessibles. Il faut nous dire comment vous êtes passé des autographes de Sarafian à l'édition des poésies. Voilà, un appel en bonne et due forme. Merci beaucoup.